Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport. Ce magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Rugby, Versailles a réalisé une superbe saison en s'inclinant en quart de finale du championnat de France Honneur. Retour sur cette performance et sur l'avenir du club dans cette édition avec le responsable communication du club, Pierre Chevalier. Insolite, des bolides miniatures se sont affrontés à Maurepas ce week-end à l'occasion de la 4e manche du championnat de France des courses voitures radiocommandées. Au total, près de 100 pilotes se sont affrontés sur le circuit maurepasien. Reportage à suivre. Cyclisme, Mantes-la-Jolie sera à l'honneur cette semaine. Les championnats de France sur route sont organisés dans la ville à partir de ce jeudi 28 juin jusqu'au dimanche 1er juillet. Au programme, 3 jours de compétition qui vont rassembler plus de 600 coureurs. Coup de projecteur dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par de la boxe. Les Yvelinois ont brillé ce week-end. Le champion olympique des poids lourds, Tony Yoka, originaire de Chanteloup-les-Vignes, a remporté samedi au Palais des Sports de Paris son 5e combat chez les professionnels, en dominant l'Anglais David Allen par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise. Le Français de 26 ans gagne pour la 4e fois avant la limite. Dans l'autre match de la soirée, le Franco-Marocain Ahmed El Moussaoui a remporté son combat contre le Russe Alexei Etchenko alias Rocky. On ne l'a pas encore sur les images, on va le voir dans un instant. Double champion d'Europe, champion de Russie. Il a été déclaré vainqueur suite à décision unanime des 3 juges. Avec cette victoire, le boxeur de La Verrière conserve sa place parmi l'élite des poids welter en pointant au 18e rang mondial. Un autre Yvelinois était sur le devant de la scène sportive ce week-end en aviron. Le Versaillais Thomas Barouk a décroché une belle 4e place en finale avec son coéquipier Pierre Ouin en 2 couple poids léger lors d'une manche de Coupe du Monde à Linz en Autriche. Ils ont été devancés par les équipages italiens, norvégiens et belges. Les satisfactions sont grandes pour les 2 Français qui n'avaient jamais concouru ensemble en compétition internationale. On écoute la réaction par téléphone de l'Yvelinois Thomas Barouk. Première finale ensemble. Ça reste quand même vachement positif, même si on est les premiers à être déçus, à être frustrés de faire 4 plutôt que de monter sur la boîte. Après, voilà, il y a moins d'une seconde avec la médaille, avec la 3e place. On aurait fait médaille sur notre première sortie internationale. Tout le monde aurait été en train de dire c'est formidable. Les 2 tricolores auront une nouvelle occasion de monter sur le podium dans 3 semaines sur l'étape de Coupe du Monde suisse de Lucerne pour leur 2e régate internationale ensemble. Ce week-end, on fêtait la journée de l'Olympisme. Samedi matin, la ministre des Sports, Laura Flessel, était au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines dans le cadre de cette journée. Elle a pu rencontrer à cette occasion les acteurs politiques et sportifs du territoire pour évoquer ce site qui a été retenu pour accueillir les épreuves de cyclisme sur piste pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. La femme politique en a également profité pour assister au départ de courses pédestres et de cyclisme avant de se rendre sur les manifestations organisées ce week-end à Paris. Un mot de rugby à présent. Ce samedi, le club de Montigny-le-Bretonneux a enfin inauguré son nouveau pôle sportif au stade Roger Coudert. Un projet dans les cartons depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, 2 terrains synthétiques flambant neufs, dont un homologué pour les compétitions, sont désormais accessibles aux joueurs du club. Coût total de l'opération, 1,3 million d'euros. On écoute les réactions au micro de Nicolas Dandry. Ça va permettre de s'entraîner correctement tout l'hiver. À titre d'exemple, cette saison, le terrain en herbe est resté fermé 1 mois. Et à Montigny, il n'y a pas de gymnase disponible. Donc on est resté 1 mois sans s'entraîner. Ça va permettre de jouer les matchs sur les terrains synthétiques l'hiver. Je pense qu'à l'entraînement, les joueurs viendront plus volontiers, en sachant qu'ils ne vont pas finir avec 5 cm de boue sur le corps. Créer des terrains synthétiques aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte effectivement beaucoup d'argent. Mais il faut quand même savoir que sur Montigny, on a 11 000 sportifs. Je ne dis pas 11 000 rugbyman, mais 11 000 sportifs. Donc on se doit aussi de leur donner des installations qui leur permettent de pratiquer. Les terrains ont été également baptisés. Ils porteront le nom de Pierre Paillasse, ancien adjoint au maire délégué au sport à Montigny-le-Bretonneux, décédé l'année dernière. L'homme politique avait également été président de l'ASMB Rugby de 1981 à 1994. On continue à parler de rugby. Après un superbe parcours, Versailles s'est incliné en quart de finale du championnat de France Honneur contre Chalon-sur-Saône sur terrain neutre. Les joueurs de la Cité Royale ont été battus 11-0 avec un manque d'efficacité au pied qui leur coûte le match. Pour nous parler de ce match, nous recevons le responsable communication du club, Pierre Chevalier, qui est un habitué de ce plateau, car il intervient régulièrement sur l'émission Si on parlait sport. Bonsoir Pierre, comment allez-vous ? Bonsoir Mickaël, ça va très bien. Alors, est-ce que vous avez eu le temps d'analyser cette défaite ?
Oui, désormais avec le recul, on a pu voir ce qui avait pêché sur un beau trajet de phase finale. Comme vous le précisiez, il y a eu effectivement un manque de réalisme et un manque d'efficacité au pied, notamment sur pénalité. Au moment où Versailles était dans des temps forts, on perd contre une belle équipe de Châlons avec les honneurs, puisque sur le score de 11-0, faut le comparer par exemple à l'équipe de Saint-Nazaire qui a perdu en demi contre Châlons avec un écart de quasiment 25 points. Ils en ont pris 40. Bon, après, finalement, Châlons s'est incliné en finale le week-end dernier. Mais contre cette belle équipe, effectivement, maintenant avec le recul, c'est, je pense, un manque d'efficacité, un manque de réalisme, pas forcément un manque de fraîcheur, mais on va dire les aléas des phases finales et des matchs un petit peu au couteau avec quelques matchs qui se jouent au détail. C'est une défaite encourageante, si je peux dire. Ouais, c'est très à la mode. C'est très à la mode. Ce qu'on retiendra de toute façon, c'est que c'est une défaite à un niveau historique pour le club. C'était la première fois qu'une équipe senior du RCV atteignait les quarts de finale en honneur. Donc vous avez marqué l'histoire du club. Voilà, les joueurs ont marqué l'histoire du club avec leur staff, et puis défaite encourageante, je dirais non, parce qu'on aurait vraiment aimé encore plus la marquer, cette histoire du club, et puis aller vraiment le plus loin possible. Il y avait la place quand on voit justement les équipes qui perdent au tour final, au tour d'après, et les scénarios qui se sont tramés. Il y avait peut-être la place de passer, surtout par rapport aux prestations qu'on avait fournies jusqu'à ce moment-là. Cette défaite, est-ce que ça vous condamne vraiment dans la course à la montée en Fédéral 3 ? Il y avait une petite chance, je crois, de voir Versailles encore en Fédéral 3, surtout au niveau administratif. Si je voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait, au début de la saison, il y avait deux chances. La première qui était la plus, on va dire, à la fois la plus difficile, mais la plus imaginable, c'était de finir premier de poule. Là, finalement, on termine 3e de poule derrière Sarcelles et Bagneux. Et la deuxième chance, c'était d'aller le plus loin possible pour espérer qu'il reste des places de montée dans le tableau final à partir des quarts de finale. On a vu assez vite, après notre victoire contre Mantes en 8e, qu'il n'y avait plus beaucoup de places. Il en restait une à attribuer. Donc oui, concrètement, ça nous condamne. Il restait éventuellement... Ça, c'est la réponse ? Oui, on n'a pas la réponse officielle, mais ça reste de la rumeur. Il était question que certaines équipes plus haut classées en Fédéral 2 et Fédéral 3 Fédéral 1, soient rétrogradées administrativement dans le comité Île-de-France, et que ça libère à ce moment-là des places en Fédéral 3, puisque ces équipes-là auraient été rétrogradées soit en honneur, soit plus bas. Et des équipes de Fédéral 3 à ce moment-là mutées ou montées en division supérieure. Là, désormais, il n'y a plus qu'une équipe pour laquelle la question se pose. Mais bon, on va dire que sportivement, on a raté le coche. Donc là, administrativement, il reste vraiment un très faible pourcentage pour que ça se réalise. Est-ce qu'il y a des regrets sur cette saison quand on voit le bilan, finalement, 10 victoires, 1 nul et 7 défaites en championnat? Après, ça a l'air un petit peu mieux, du coup, dans tout ce qui était championnat de France, mais il y a eu quand même ces défaites quand même automatiquement des regrets, notamment sur le début de saison. C'est-à-dire qu'on a perdu en début de saison des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre, et notamment contre des concurrents directs à la montée, notamment à Sarcelles et contre Sarcelles à la maison et contre Bagneux. Notamment, je pense au match de Sarcelles qu'on perd finalement d'assez peu après avoir mis une mi-temps à se mettre dans le match. Et quand il n'y a que 2 mi-temps, c'est assez difficile de conclure positivement. Donc oui, des regrets sur les matchs de poule. Déjà, on aurait peut-être pu se frotter un petit peu plus tôt à Sarcelles et Bagneux sur la course à la montée directe en poule. Et puis quelques regrets en phase finale, pas celui de s'être qualifié bien évidemment, parce que là on fait l'équipe de Versailles fait un très beau parcours en phase finale, on l'a dit. Regrets, oui, peut-être sur le match de Châlons où on a joué crânement notre chance à fond, et puis ça passe pas loin, parce que 11-0 avec quelques pénalités laissées derrière, ça laisse effectivement quelques regrets.
Dernière question, est-ce qu'il y aura un gros mercato à Versailles cet été? Alors, déjà mercato sur la partie. On y travaille déjà. Le mercato déjà sur les entraîneurs, donc avec un staff qui change, puisque le staff sortant d'Alain Jamin s'inscrivait pas forcément dans la durée de notre projet à 3 ans de monter en Fédéral 3 et de s'y maintenir. Jamin qu'on voit à l'écran justement, qui ne sera plus l'entraîneur de Versailles la saison prochaine. Versailles, qui rebondira au PUC. Alain est un très bon entraîneur, un très bon pro et on s'est séparé évidemment à regret de lui, surtout après une saison où on finit en phase finale. L'objectif de monter en Fédéral 3 n'est pas atteint cette saison-là. On a encore une chance l'année prochaine. C'est là où on va aller jouer à fond. Donc oui, un nouveau staff d'entraîneurs et puis des nouveaux joueurs, oui, qui seront sûrement séduits par le projet humain. On verra ça en tout cas dans les prochaines semaines. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On continuera à suivre avec attention les performances du Rugby Club de Versailles la saison prochaine. Et encore bravo pour votre parcours en championnat de France. Est-ce que vous êtes un fan de modélisme, Pierre Chevalier? Un modélisme, pas trop. J'ai pas trop partagé cette passion-là. En miniature, peut-être un petit peu plus en allant visiter le France Miniature voisin. Bon, en tout cas, le reportage qui va suivre devrait quand même vous intéresser. Le Maurepas Modélisme Club a fait chauffer la gomme ce week-end en organisant la 4e manche du championnat de France de course voiture radiocommandée. Au total, près de 100 pilotes venus de 4 coins de l'Hexagone se sont affrontés sur le circuit de Maurepas. Notre journaliste Nicolas Dandry était dans les paddocks et sur le bord de la piste. Regardez. Les moteurs tournent, les voitures chauffent les pneus lors du tour de formation. C'est la demi-finale de cette 4e manche du championnat de France de voitures radiocommandées. Des bolides à l'échelle 1/8 sur la piste de Maurepas. C'est un circuit qui est assez rapide. Les difficultés, c'est les passages de bosse. Et le circuit, au lieu d'être en largeur, ce qu'on retrouve habituellement, il est plutôt en profondeur. Donc en fait, on est obligé de mettre les pilotes sur une zone surélevée, à 3 mètres de hauteur, pour qu'ils puissent voir la voiture quand elle est tout au fond. La course dure 30 minutes, le pilote réalisant le plus de tours gagne. Comme en Formule 1, les stands et les mécaniciens permettent de ravitailler les véhicules en essence, avec des réglages stratégiques particuliers comme Alexis Clément, vainqueur de cette manche. On a beaucoup travaillé sur les pneus une fois qu'on avait trouvé notre base de réglage de voiture saine. Voilà. Les difficultés de cette piste, je dirais la longueur. Les 2 virages au fond là-bas sont loin. Et pour ceux qui n'ont pas forcément roulé dessus, ouais, je dirais ça, la première difficulté. Le Morpasien Brice Grosjean a connu des difficultés de moteur. Il est repêché dans une course particulière. Le premier est qualifié en finale. Après quelques minutes, Brice réussit à prendre la tête. S'ensuit une bagarre entre les bolides miniatures avec une victoire finale de Brice. Il y a le commentateur de la course qui commande, donc déjà ça donne un stress. Puis après le stress de la course, réussir à garder sa place de premier, c'est pas facile. Après Maurepas, une nouvelle manche du championnat de France se déroulera à Castres du 12 au 14 octobre 2018. Nous allons maintenant ranger les voitures télécommandées pour parler de cyclisme. Les championnats de France sur route sont organisés à Mantes-la-Jolie à partir de ce jeudi 28 juin jusqu'au dimanche 1er juillet. Au programme, 3 jours de compétition qui vont rassembler plus de 600 coureurs dans des contre-la-montre, des épreuves en ligne, amateurs ou pros. Pour nous parler de cette compétition, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Emmanuel Brunet, manager de la route au sein de la direction technique nationale de la Fédération française de cyclisme. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel, est-ce que tout est prêt à quelques heures de l'épreuve? Alors tout est prêt, oui, ça m'a l'air prêt. En tout cas, on sent l'effervescence monter dans les Yvelines. Et je crois que le département et tous les services de la ville se sont vraiment activés là, ces derniers temps pour faire en sorte que cette fête-là, elle soit vraiment réussie. Et en plus, la météo sera là. Vous avez été faire un tour sur place pour voir comment tout se passait? Des tours, j'en ai fait énormément. Dès le mois de novembre, en fait, d'abord en voiture, après en vélo, pour filmer les circuits, faire les recos officiels, les recos techniques. Puis avec la presse au mois d'avril, donc le circuit, on commence déjà à bien l'avoir en tête. Ouais, je connais bien. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ces championnats de France, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors les championnats de France en cyclisme ont lieu tous les ans. C'est une compétition d'envergure? C'est une compétition d'envergure pour la simple et bonne raison qu'elle est une semaine avant le Tour de France. Et souvent, en fait, celui qui est champion de France, on va voir son maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour de France. Et c'est vraiment le lancement de cette saison estivale. Et avec toujours beaucoup d'audience télé, beaucoup de monde au bord du circuit. Voilà, donc c'est un événement qui rassemble à l'aube des vacances d'été.
Alors pourquoi Mantes-la-Jolie et les Yvelines cette année ? Alors pourquoi Mantes-la-Jolie, pourquoi les Yvelines ? Ça s'est décidé dans l'hiver dernier. Alors il faut savoir que les Yvelines, c'est assez exceptionnel en fait, un championnat de France dans les Yvelines. Déjà en Île-de-France, le dernier remontait dans les années 90 à Montlhéry. Et les Yvelines, il faut remonter très très loin en arrière. Je crois qu'aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques qui seront là dans 6 ans dans les Yvelines, il y a un vrai engouement des acteurs locaux en fait pour accueillir des événements d'envergure. Et Mantes-la-Jolie et le département des Yvelines étaient OK pour accueillir cet événement et se sont mis à pied d'œuvre pour le faire dignement. Est-ce que la culture cyclisme des Yvelines a joué aussi dans le dossier de candidature ? Il y a eu les championnats du monde sur piste en 2015 au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a tous les ans, depuis 9 ans, Paris-Nice également qui passe dans les Yvelines. Est-ce que cette culture cycliste, finalement, a fait pencher le dossier yvelinois ? C'est sûr. Les Yvelines, comme vous venez de le signaler, ils accueillent des gros événements. Et de plus en plus, en fait, en cyclisme, avec le Vélodrome et cet engouement pour les Jeux dans quelques années. Sur Mantes, il y a également la classique Paris-Mantes, qui est vraiment connue, en fait, je pense, par une grande partie du peloton qui sera au départ de cette épreuve-là, qui est une classique particulière au mois d'avril, qui est difficile parce qu'il y a plein de petites côtes qui se succèdent avec la présence du vent, qui crée des bordures, et donc ça crée des courses dignes de grandes classiques. Et je pense que ce sera un petit peu ce goût-là qu'on aura samedi, dimanche sur les championnats. Vous attendez combien de personnes sur cet événement ? Alors, le nombre de coureurs, en fait, c'est plus de 500 coureurs qui seront au départ de chaque course. Et au niveau du public, j'ai pas trop d'idées. Je me rends pas compte. Ce que je sais, c'est que les côtes, elles seront remplies de monde. 60 000 à 70 000 personnes sur le bord des routes. Je pense que ce sera ça, parce qu'en plus, il fera super beau. C'est vraiment un chiffre logique. Mantes-la-Jolie est accessible. Et en plus, on a des coins vraiment sympas là au nord de Mantes, sur Follainville et Fontenay-Saint-Père, où ça sera très adapté pour venir avec la glacière dès le matin et passer la journée à voir passer les coureurs et profiter pour pique-niquer. Ouais. Alors c'est un événement très suivi sur la route, mais également à la télévision. L'audience moyenne sur France Télévisions est de 1,5 million de téléspectateurs pour l'épreuve hommes en moyenne et de 750 000 téléspectateurs pour les femmes. C'est une compétition vraiment qui passionne. C'est une compétition qui passionne. Pendant un mois, en fait, on a notamment les hommes se préparent pour le Tour de France. Les filles ont également d'autres épreuves internationales là au mois de juillet et comme je disais, c'est vraiment un tournant important et donc ça attire énormément de monde à regarder cette épreuve avant les grosses échéances de l'été. Ouais. Alors au niveau du programme, je le disais précédemment, il y a des épreuves en contre-la-montre et des épreuves en ligne. Quelle est l'épreuve la plus attendue par le public ? Je pense que ce sont les épreuves en ligne qui sont les plus attendues, c'est celles qui ont le plus d'audience. C'est là où en fait il y a le plus de bagarres. Même si les contre-la-montre, en France, on progresse beaucoup dans la discipline. On aura 70 coureurs hommes, autant de professionnels que d'amateurs. Donc déjà, on a des amateurs qui vont se confronter aux pros et une quarantaine de féminines, avec certaines qui sont également professionnelles. Donc ça, c'est toute la journée, toute l'après-midi de jeudi. Il y a un contre-la-montre qui est assez difficile, qui est en 2 parties. Donc je pense que ça peut attirer déjà beaucoup de monde dès le jeudi. Et les circuits de la course en ligne, samedi, dimanche, ils sont vraiment favorables à des courses d'attaque. Et donc on peut avoir un spectacle fantastique. Et parmi les têtes d'affiche, qui on retrouvera sur les routes de Mantes-la-Jolie ? Alors chez les féminines, on attend de revoir un peu Pauline, qui a passé beaucoup de temps, Pauline Ferrand-Prévot, qui a passé beaucoup de temps sur le VTT. Je ne pense pas que ce soit le circuit trop à son avantage, mais voilà, elle aura à détricoter un peu les grosses équipes qui sont de plus en plus nombreuses, et notamment l'une des plus nombreuses, FDJ Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. Et puis chez les hommes, alors on pourrait citer les locaux, les Galopins, les Reza, qui auront accord de briller. La FDJ depuis quelques années fait une mainmise sur le tableau, sur le maillot bleu-blanc-rouge. Est-ce que ce sera Arnaud Demar avec une arrivée au sprint ou un coureur plus attaquant qui voudra l'emporter ? Voilà un peu les têtes d'affiche. Merci beaucoup Emmanuel Brunet. Merci. On vous souhaite de bons championnats de France sur route. Ça devrait aller pour moi. Ouais, ça devrait aller pour vous. Alors je vous rappelle les dates quand même. Le rendez-vous sera organisé de ce jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet à Mantes-la-Jolie.
Un tout autre sujet à présent, si les postures du guerrier, de la salutation au soleil ou du chat n'ont plus de secret pour vous, le reportage qui va suivre devrait attirer votre attention. Pour les autres, ce sera le moyen de découvrir le yoga. Ce sport originaire d'Inde était proposé dans une séance découverte à Montigny-le-Bretonneux ce dimanche pour la 2e année consécutive. Un reportage monté par le très zen Jules Greneville. Rendre le yoga plus visible, c'est l'objectif à Montigny-le-Bretonneux. Le 24 juin, c'était journée découverte au centre Pierre de Coubertin. 2 associations de yoga ont accueilli les adeptes d'un jour, 90 personnes pour s'initier gratuitement à l'activité. C'est la 2e journée que nous organisons à Montigny depuis l'année dernière. C'est un moyen de faire connaître le yoga à une plus grande population. Une 2e journée internationale du yoga à Montigny sous l'égide de l'ambassade indienne. L'Inde est le pays d'origine du yoga. Il y occupe toujours une place très importante. En Inde, c'est un mode de vie. Par mode de vie, j'entends une pratique complète qui s'insère dans notre façon de vivre. Quand nous sommes à bout, fatigués, incapables d'être attentifs, nous nous concentrons sur le souffle. Nous faisons du yoga. C'est notre moyen pour être tranquille. Détente musculaire, meilleure gestion des émotions, le yoga semble séduire en France, mais ne fait pas du yoga qui veut. Patience, régularité et encadrement sont nécessaires pour cette activité. Si le yoga procure des bienfaits, il reste d'abord un sport exigeant. En fait, le yoga est bon pour le dos. Maintenant, quand il y a des blessures, quand il y a des hernies discales, des douleurs chroniques, on demande de toute façon pour la pratique toujours un certificat médical. C'est important. Et puis après, c'est aussi aux personnes de respecter leurs limites, c'est-à-dire que le yoga s'adapte à la personne et non l'inverse. Vu le succès rencontré cette année, les organisateurs pourraient de nouveau organiser une journée de ce type l'an prochain. On prend maintenant la direction de Buc. Une jeune joueuse de tennis prometteuse est en train de faire de plus en plus de bruit dans les Yvelines. Originaire de Serbie, Ljubica Stankovic enchaîne les belles performances avec son club de Buc. Son objectif, intégrer un jour le top 20 mondial. Un montage du Richard Gasquet, du montage Xavier Jalin. Ljubica Stankovic, 11 ans. J'aimerais intégrer le top 20 mondial. Cette jeune tenniswoman d'origine serbe a débuté le tennis à l'âge de 4 ans et évolue aujourd'hui au tennis club de Buc. Sa passion pour ce sport est née en regardant les matchs de son idole Novak Djokovic, vainqueur de 12 titres du Grand Chelem. Il court vite, il a un bon service, ses points, ses coups droits, ses revers, ils sont forts et tout. Même quand il a mal, il essaie quand même de bien jouer. Pour tenter de s'approcher de la technique du Serbe, Ljubica s'entraîne 2 fois par semaine en double et en simple pendant 1h30 avec ses coachs. La sportive réalise également des matchs avec son équipe qui évolue en 3e division des Yvelines. Je pense qu'elle est assez motivée, qu'il y a des choses qui sont assez prometteuses dans son jeu, notamment son point fort qui est le coup droit. Voilà, elle a un bon bras et donc voilà, il y a des bonnes choses et j'espère qu'elle va continuer à être motivée parce qu'elle est dans une bonne progression. En parallèle des cours de tennis, son père Dejan, ancien joueur de haut niveau, l'aide également dans sa progression en s'entraînant avec elle plusieurs fois par mois. Dans la famille, on est grands amateurs de tennis. Moi, j'ai joué quand j'ai eu un âge entre 15 et 18 ans, 19 ans dans notre pays d'origine, en ex-Yougoslavie. C'est Ljubica maintenant qu'elle a repris le bal, donc requête et qu'elle joue son parcours. Je dis comment tirer, comment me placer, où est-ce que je dois me replacer, tirer plus d'un côté, plus de l'autre, voilà, comme ça. Des conseils que Ljubica devrait mettre en application pour réaliser ses plus grands rêves et pourquoi pas remporter un jour un tournoi majeur comme un certain Novak Djokovic. Nous allons maintenant ranger les raquettes pour parler de golf. L'Open de France débute ce jeudi sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Jusqu'à ce dimanche, il y aura du beau monde sur ce rendez-vous qui appartient désormais aux Rolex Series, les meilleurs tournois européens. Le vainqueur de l'an dernier, le Britannique Tommy Fleetwood, tentera de défendre son titre. Le public pourra également observer le numéro 1 français Alexander Lévy, les Espagnols John Ram et Sergio Garcia. Mais l'attraction de cette journée devrait être Justin Thomas, le numéro 2 mondial, 25 ans. Nouvelle pépite des fairways américains. Pour observer toutes ces stars, les premières parties sont programmées dès le jeudi matin.
Une dernière information au Golfic dans ce magazine. Un nouveau tournoi prestigieux pourrait être organisé au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La Fédération française va déposer un dossier de candidature pour organiser les championnats du monde amateurs par équipe. Une compétition organisée tous les 2 ans et qui rassemble 1000 joueurs. Ce ne sera pas une première. Le golf situé à Guyancourt a déjà reçu l'épreuve en 1994. Cette année-là, il y avait un certain Tiger Woods sur les greens saint-quentinois. La France devrait être en concurrence avec le Canada pour l'organisation de cette épreuve internationale. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.